Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Imo. On fait un pas de côté cette semaine puisque nous sommes sur le Paris Infra Week 2025, le grand rendez-vous international de la finance des infrastructures. Le thème de cette année, souveraineté et résilience. Deux mots forts alors que la France accélère la modernisation et la décarbonation, pas la décarbonisation qui est un terme anglais, des infrastructures. Alors comment financer cette transition? Quels sont les nouveaux modèles économiques, les partenariats publics-privés qui émergent et surtout comment la finance peut devenir un levier concret de souveraineté énergétique? Autant de questions qu'on va poser à nos experts. On est ravis d'accueillir Thomas Labergère. Thomas, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général d'ING, un acteur clé du financement des grands projets. À vos côtés, Geoffroy Berton. Bonjour, Bonjour Fabrice. Vous êtes associé en droit public chez Auric, qui accompagne juridiquement les grands montages d'infrastructures. Et puis, on est également en compagnie de Raphaël Lance. Bonjour Raphaël. Bonjour Fabrice. Vous êtes membre du comité de direction responsable mondial des actifs privés et des fonds de transition énergétique chez Mirova, le pionnier de l'investissement à impact. Bienvenue à vous. Ensemble, nous allons parler de financement, de transition, de souveraineté en 4 temps, l'état du marché, les nouveaux montages financiers, la transition énergétique et puis la vision à long terme du modèle européen. On démarre tout de suite avec vous, Thomas. On va parler donc des infrastructures et de son financement. Justement, un point sur ce marché des infrastructures. Aujourd'hui, comment vous voyez ce financement? Comment il évolue? On sait qu'on va avoir à l'avenir besoin non seulement de rénover, mais de développer les infrastructures en France. Qu'en est-il exactement? Alors, ce qui est formidable avec les infrastructures, c'est qu'elles réconcilient l'évolution d'une économie vers une économie bas carbone. Les infrastructures sont la colonne vertébrale d'une économie net zéro. Et donc, ce qu'on constate, c'est que si on regarde par exemple l'Institut de l'économie pour le climat, Oui. on a besoin, grosso modo en Europe, de 800 milliards d'euros de dépenses annuelles jusqu'à horizon 2030 pour répondre à nos contraintes en matière de décarbonation. Oui. Investissement dans les infrastructures énergétiques, investissement dans les transports ou investissement dans l'infrastructure numérique. On est à peu près à 60% de ce montant qui est actuellement dépensé, soit 30%, 40%, environ 300 milliards d'euros de déficit d'investissement. La bonne nouvelle, c'est que les fonds sont là et sont disponibles. On a la chance en France d'avoir des fonds d'infrastructure très développés, oui, avec les Mirova, ici représentés, les Meridiam, les Ardian, les Antin. Donc il y a de l'argent. Donc on a l'argent disponible. À nous d'assurer la bonne allocation entre l'épargne disponible et les projets à financer. Bien sûr. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un appétit très fort des investisseurs sur tout un tas de classes d'actifs très différentes, que ce soit la transition énergétique, que ce soit le transport ferroviaire, le transport routier, les batteries, la digitalisation des infrastructures télécom, et donc une bonne adéquation entre les besoins et l'offre. À nous de faire en sorte que les deux se rencontrent. Ah voilà, donc des besoins énormes. Raphaël Lance, chez Mirova, vous avez été cité. Qu'est-ce que vous constatez justement sur le terrain? Vous souscrivez à ce que vient de dire Thomas à l'instant? Tout à fait, il y a un appétit, un intérêt très fort, notamment pour l'investissement dans la transition énergétique, qui est ce qui nous concerne le plus aujourd'hui quand on parle de décarbonation et de souveraineté. Transition énergétique, c'est l'électrification à la fois des usages, mais également la transformation de la génération et du stockage. Et donc ce sont des investissements qui sont très importants et que l'on voit déployer. Après, ce n'est pas sans écueil. Oui. Notamment dans la transition énergétique, il faut investir non seulement dans la transformation de la génération, mais également dans les réseaux, qui aujourd'hui est un peu le point de freinage qui permet d'aller à la vitesse à laquelle on souhaiterait dans ce déploiement. Tiens, une question, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que les data centers font partie des infrastructures? Alors les data centers sont des infrastructures au sens où elles sont devenues aujourd'hui un besoin essentiel, puisqu'on a tous aujourd'hui besoin d'utiliser
nos portables et tout, l'information qui va derrière, donc qui est traitée dans les data centers. Et ce sont des montants capitalistiques importants, donc ça, voilà, ça qualifie à ce qu'on appelle aujourd'hui les infrastructures. Tout à fait. Geoffroy Berton, sur le terrain juridique, justement, est-ce que vous constatez une différence, une évolution dans la structuration des projets? Je pense notamment au regain d'intérêt des montages publics-privés ou des partenariats. Oui, tout à fait. Alors, on constate une évolution particulièrement notable dans la structuration des projets. Vous évoquez les montages publics-privés. Il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé ma carrière, quand on parlait de montage public-privé, on pensait surtout aux fameux PPP. Oui. Les contrats de partenariat, les marchés de partenariat. Ce que l'on voit depuis cette période, il y a une quinzaine d'années, c'est une vraie restructuration, un changement de structuration des projets, changement de structure et même changement de nature des projets. La vague des PPP a beaucoup baissé au fil des années. Elle revient petit à petit. On le voit, il y a quelques mois, le ministre des Transports parlait du recours au PPP pour financer des nouveaux projets de mobilité, mais il y a quand même eu une décroissance dans le temps des PPP. Il y a un modèle qui est resté solide, c'est celui de la concession, qui est utilisé pour les autoroutes, pour les aéroports, pour les infrastructures de haut débit, et qui est resté un modèle solide dans le temps. La vraie vague de fond à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est le développement des projets de décarbonation, le développement des projets de nouvelles infrastructures énergétiques, le développement des projets pour la mobilité électrique, les data centers, qui sont tous des projets qui ne relèvent ni des PPP, ni des concessions, et qui sont des montages hybrides qui relèvent d'une initiative privée, d'un financement largement privé, mais qui font appel au soutien public pour la délivrance des autorisations administratives, parfois pour une partie du financement, pour l'occupation de certaines parcelles. Donc on voit une vraie évolution de la structure des projets, de la nature des projets, avec toujours un besoin de collaboration, bien sûr, entre le public et Tiens, justement, on continue à parler des montages financiers et de la structuration des projets. Geoffroy, gardez la parole. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand on parlait de projets d'infrastructure, c'était entre 50 et 200 millions d'euros. Désormais, on voit beaucoup de projets dépassant largement le milliard d'euros. Comment on répond à ces attentes et à ces capex toujours plus énormes? Alors, les projets sont gros aujourd'hui. Ils l'étaient aussi dans le passé, hein. Par exemple, vous prenez la concession ferroviaire de Sud-Europe Atlantique qui a été conclue il y a une quinzaine d'années. Le montant d'investissement, c'était environ un petit peu moins de 8 milliards d'euros. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le contexte de réalisation des projets a changé. Pour certains facteurs, l'un des facteurs importants que l'on constate aujourd'hui, c'est la hausse des coûts de construction. Oui. Après la guerre en Ukraine, après la pandémie de Covid, il y a une vraie inflation. Le deuxième élément que l'on constate, qui est assez nouveau, c'est les variations politiques dans le soutien des projets. Alors, il y a toujours eu des variations politiques, évidemment, mais les variations politiques sont de plus en plus soudaines, brutales et imprévisibles. Et un troisième facteur, c'est la complexité croissante des projets. Quand on parle de projets de décarbonation, par exemple, de projets de décarbonation qui peuvent avoir pour objet, par exemple, de produire du fer bas carbone, eh bien, pour réaliser un projet comme ça, il faut une source d'énergie renouvelable, il faut transformer l'énergie renouvelable, le cas échéant en hydrogène, et il faut ensuite des acheteurs. Donc les projets restent toujours aussi gros, sont peut-être de plus en plus gros et ils sont aussi de plus en plus sophistiqués. Thomas Labergère, c'est vrai que ING, on connaissait la marque puisque vous étiez dans le retail il y a encore quelques temps. L'aventure s'est arrêtée il y a quelques années, mais ING continue à imprimer sa marque et à se développer justement sur le financement d'infrastructures. Quelles sont justement les grandes tendances? Comment vous accompagnez vos clients aujourd'hui? Oui, Fabrice, pour rebondir sur ce que vous indiquiez, en fait, on a une présence qu'on appelle Wholesale Banking, la banque commerciale des grandes entreprises en France, qui est en fait notre activité historique avant même l'activité retail. Alors, c'est vrai qu'il y a chez ING, dans notre ADN, une volonté très forte et une réelle expertise en matière de finances durables. On a inventé le premier financement durable avec EDF en 2017. On a décliné ça ensuite au financement immobilier, au financement du private equity.
On a été la première banque à mettre en place un financement vert pour les pure players dans le domaine du transport ferroviaire. Oui. Et pour vous donner un autre exemple, on est la seule et unique banque systémique dont la trajectoire de décarbonation a été validée par la SBTI. Donc effectivement une banque très innovante, et ces innovations nous permettent d'être plus présents auprès de nos clients pour accélérer cette transition. Pour vous donner quelques exemples, dans le domaine du transport ferroviaire, on a des relations très proches avec les grands lessors au niveau français et européen, que sont par exemple Akiem ou Beacon, où on met à leur disposition toute notre expertise financière pour optimiser leur structure bilancielle et leur permettre de développer leur offre auprès des collectivités locales notamment. De la même manière dans le transport routier avec les acteurs français type Transdev ou Keolis par exemple. Très bien. J'ai une question également pour Mirova. On a vu qu'il y avait que ces infrastructures, elles deviennent vraiment une classe d'actifs à part entière qui n'est d'ailleurs plus réservée aux clients institutionnels. Quel est justement votre regard, Raphaël, sur cette évolution? Qu'est-ce que ça dit? Alors ça reste avant tout quand même des actifs et des investissements qui sont réalisés par des institutionnels. Oui. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit de plus en plus de fonds private assets, donc non cotés, qui sont déployés dans les réseaux et ouverts à la banque de détail, avec notamment la loi énergie qui avait fait en sorte que chaque institution propose à ses clients particuliers des offres vers la transition. Ça a démarré plutôt avec le private equity avant de s'adresser à l'infrastructure, parce que l'infrastructure sont des investissements plus longs, donc qui sont peut-être moins compatibles avec la vision d'épargne des individus, mais néanmoins, on voit de plus en plus de fonds qui sont montés pour les individus, pour le retail, avec des structures qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire dans lesquelles il y a la possibilité d'entrer et de sortir avec des fenêtres de liquidité qui sont donc moins contraignantes que les fonds institutionnels qui sont par nature très longs dans l'infrastructure. Voilà, et avec des produits en plus qui sont désormais distribués dans les enveloppes courantes, on peut en trouver dans l'assurance vie, on peut en trouver dans le PER. Exactement, on en trouve dans l'assurance vie, dans le PER, structuré par le biais de fonds communs de placement, exactement. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi il y a une adéquation entre ces enveloppes et puis le temps long qu'on retrouve, notamment les infrastructures. En général, c'est pas pour quelques mois ou un an. C'est vrai que pour nous, investisseurs fonds d'investissement, c'est une poche très intéressante parce que c'est pas une poche qu'on a jusque-là réellement exploitée. Nos fonds étaient traditionnellement adressés aux institutionnels. Or, c'est une partie très très importante de l'épargne, donc offrir à cette épargne publique la possibilité d'aller vers l'infrastructure est un moyen de répondre aux besoins très forts capitalistiques de notre industrie. Très bien, on s'intéresse tout de suite justement à toujours dans les infrastructures, à la transition énergétique et ces infrastructures qui sont de plus en plus durables. Si on parle des critères ESG, Thomas, justement, comment chez ING on évalue la performance environnementale et sociale d'un projet? Est-ce qu'il y aura un système de bonus-malus? Est-ce qu'il y a des projets qui sont encouragés, peut-être avec des taux plus faibles quand ils respectent certaines conditions? Comment ça se passe chez vous? Alors, c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, pour simplifier, vous avez les financements fléchés, ce qu'on appelle les financements green, dont l'utilisation des fonds est directement fléchée vers des projets qui participent à la décarbonation. Vous avez aussi des financements qui sont indexés sur des critères et avec une approche multicritères, sociaux, environnementaux ou de gouvernance, où là, il y a non plus un fléchage des fonds utilisés par l'emprunteur, mais plus un engagement à respecter certaines ambitions qui sont disclosées sur une base régulière et parfaitement auditables. Et notre rôle comme partenaire financier de nos clients, c'est d'essayer d'identifier quels sont ces critères qui sont suffisamment ambitieux, qui sont pertinents, pour lesquels les données sont disponibles pour pouvoir s'engager en ayant véritablement un impact. Pour vous donner un exemple,
On était ESG structureur de la syndiquée bancaire de 3,5 milliards pour le groupe SNCF. Et on a travaillé avec le groupe SNCF pour identifier 3 critères. Oui. Un critère en termes d'émissions de CO2, un critère en termes de politique d'achat pour prendre en compte l'impact climatique des fournisseurs de la SNCF et un critère en matière de formation des employés. Tout ça dans l'optique d'inciter SNCF à respecter ses engagements sous peine de pénalité financière. Alors voilà, c'était le sens de ma question. Est-ce que les engagements sont pris, ils sont clairs pour tout le monde, mais s'ils ne sont pas respectés, est-ce que justement il y a un coup de baguette sur les doigts, il y a des taux qui augmentent, qu'est-ce qui se passe? Oui, dans ce cas-là, c'est défini contractuellement en fonction de votre résultat sur les critères qui ont été retenus. Eh bien, vous payer une pénalité financière qui peut aller jusqu'à 30% de la marge perçue par les banques si ces critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance ne sont pas respectés. Donc une incitation financière et effectivement à respecter ces engagements. Voilà, pour que ça ne reste pas un vœu pieux de la part du management, mais que ce soit effectivement mis en place. Geoffroy, justement, Berton, cette montée en puissance des critères ESG, est-ce qu'il change la façon de structurer les deals? Voilà, quand on ajoute des conditions comme ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose sur lesquels vous étiez habitué de travailler auparavant? C'est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau, mais qui se développe considérablement au fil des années. On le voit chez nos clients, qu'il s'agisse d'industriels, d'investisseurs ou de banques. Fabrice, comme vous le disiez tout à l'heure, les aspects durabilité, protection de l'environnement deviennent des critères essentiels d'investissement. Donc le mouvement est engagé par nos clients et nous suivons le mouvement de nos clients. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit que les États, la puissance publique au sens large, a engagé un mouvement pour décarboner les grandes infrastructures, y compris celles qui paraissent les plus polluantes, Il y a la route avec la mobilité électrique, notamment pour les véhicules légers et pour les poids lourds aussi. Il y a le rail qui prend une place de plus en plus importante, qui est un vrai moyen de transport qui se développe, avec la difficulté dans le rail que pour rénover le réseau, il faut des montants d'investissement qui sont considérables, mais le rail a une vraie place. Donc on voit l'infrastructure elle-même qui change. Par ailleurs, de manière plus générale, Auric accompagne beaucoup d'industriels et d'investisseurs dans le développement des projets, dans les infrastructures classiques, mais aussi dans les nouveaux projets, disons, de décarbonation. Les critères ESG deviennent essentiels pour 2 raisons qui sont assez simples. La première, c'est que les régulations, les réglementations fixent de plus en plus de contraintes et d'incitations en faveur de la protection de l'environnement au sens large. Le deuxième élément qui est plus concret, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on souhaite développer un projet Greenfield ou un projet qui est un mélange de Greenfield et de Brownfield, c'est-à-dire sur la base d'une infrastructure existante, le projet ne peut être correctement développé et financé que s'il est accepté localement. Et pour que le projet s'insère bien localement, pour qu'il n'y ait pas trop de recours, pour que le projet puisse avancer, mais il faut qu'il prenne bien en compte son environnement et qu'il s'y intègre correctement. Très bien. Raphaël, justement, chez Mirova, quelles sont les priorités d'investissement? On parlait des projets Greenfield, Brownfield, donc les existants, ceux qui sont à développer. Est-ce qu'il y a quelle est la répartition aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, dans la transition énergétique, Mirova, on souhaite avoir de l'additionnalité sur le marché et donc contribuer à l'évolution de la transition énergétique. Ce qui fait qu'on s'intéresse essentiellement au projet Greenfield, on s'intéresse essentiellement à faire sortir des nouveaux projets de terre, à contribuer positivement à l'évolution du grid pour décarboner les moyens de production. Donc on investit essentiellement, quand il s'agit de génération, dans la construction de nouveaux projets, donc essentiellement éolien, solaire. Également l'adaptation au réseau avec les batteries qui sont aujourd'hui essentielles pour lutter contre l'intermittence et donc augmenter la pénétration du renouvelable dans le réseau. Mais on ne s'intéresse pas seulement à la génération, la transition énergétique elle est large, comme on l'a vu, c'est aussi les usages. Et donc on a une partie importante de nos investissements dans l'électrification du transport, par exemple, avec le financement de la mobilité des véhicules légers, des poids lourds. Oui. Différents modèles, on peut financer le déploiement des bornes de recharge,
mais également le développement du déploiement de flottes de véhicules. Donc ça, ce sont des instruments qu'on a mis en place. On regarde aussi les carburants bas carbone, donc avec notamment le déploiement de l'hydrogène vert et tous les carburants dérivés de l'hydrogène vert, qui sont des projets à plus long terme, mais que l'on a également adressés. Donc une ambition assez forte sur l'ensemble de la chaîne de la transition énergétique qui aujourd'hui représente à peu près 40% de l'ensemble des investissements qui sont faits dans les infrastructures. Ouais, on voit que c'est beaucoup plus large que les infrastructures. Tiens, Exactement. je fais suite à une conférence sur laquelle vous allez intervenir, Thomas. Nouvelle mobilité. C'est vrai que juste devant Bercy où on est aujourd'hui, on n'a plus de place. On a des places mais qui sont réservées aux véhicules électriques. On voit aussi une explosion des besoins d'investissement sur ces mobilités du futur, que ce soit le rail électrique en passant par la mobilité douce. C'est un secteur que vous considérez comme un nouvel terrain de jeu, une classe d'actifs là aussi à part entière chez ING France? Oui, tout à fait. Déjà, pour la simple et bonne raison que les transports au sens large, c'est un des tout premiers contributeurs en matière d'émissions de CO2. On a développé chez ING depuis maintenant plusieurs années une méthodologie qu'on appelle Terra, qui nous aide à projeter l'évolution de notre portefeuille de prêts en termes d'émissions de carbone. Et on suit ça à travers 10 secteurs qui contribuent à peu près 80% des émissions indirectes que notre portefeuille de prêts génère. Sur ces 10 secteurs, vous en avez 3 qui sont liés à la mobilité. D'accord ? C'est le shipping, tout ce qui est transport maritime, l'aviation et l'automobile. 3 sur 10, ça vous montre l'importance des nouvelles mobilités pour ING. Et c'est vrai qu'on essaye, dans ce secteur-là, d'utiliser notre expertise en matière de transport et logistique pour accompagner le plus rapidement possible la décarbonation. Je vous donne quelques exemples. Dans le transport routier, par exemple, les Pays-Bas sont un leader de la décarbonation en matière de transport par bus électrique. On a la société Transdev en France qui est très présente sur le marché néerlandais. On vient d'annoncer un financement de 200 millions d'euros pour eux pour l'achat de 300 bus électriques sur la commune d'Utrecht. Autre exemple, Raphaël faisait référence aux recharges de batteries. On a été très récemment conseil d'Electra pour lever près de 400 millions d'euros de financement bancaire pour accélérer leur développement de points de recharge de 3 000 à 15 000 points de recharge dans 9 pays d'Europe. Donc dès qu'on a l'occasion, effectivement, on cherche à mettre notre savoir-faire au service du client et à allouer le capital en fonction. Dernière partie, chers amis, on s'intéresse à tout ce qui est justement vision, prospective et souveraineté, même si on est déjà un petit peu dans le futur avec toutes ces nouvelles mobilités et ces nouvelles infrastructures. Geoffroy Berton, le thème de cette Infra Week de Bit25, c'est celui de la souveraineté économique. Est-ce qu'on peut parler d'une souveraineté financière européenne dans le financement des infrastructures? Est-ce qu'on est souverain? C'est un marché mondial, le marché des infrastructures. Et le marché français lui-même est très ouvert aux investisseurs étrangers. Vous avez des investisseurs américains ou des investisseurs canadiens qui sont très présents sur le marché de l'infrastructure. Et c'est une bonne chose aujourd'hui. Ce sont des investisseurs qui contribuent à financer des projets énergétiques ou des projets de mobilité électrique. Donc c'est un marché qui est ouvert. Ce qu'on constate néanmoins, ce sont deux choses. La première, c'est que sur les grands projets d'infrastructure français, les banques françaises et les banques européennes sont généralement très représentées. Pas exclusivement, mais elles sont très très présentes et elles le sont parce qu'elles connaissent très bien le marché, elles connaissent très bien les spécificités du pays et des pays européens. Ils sont des gens très robustes, très agiles. Donc il y a une vraie présence des financeurs français sur les grands et européens sur les grands projets d'infrastructure. En France et en Europe, c'est la première. En France et en Europe, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la souveraineté, elle concerne les aspects industriels aussi. Et ce que l'on constate, par exemple, dans un secteur comme l'énergie renouvelable notamment, c'est une très forte compétition
entre les fournisseurs européens C'est et vrai. les fournisseurs non européens, en particulier les Chinois, pour ne pas les citer. Et sur ce sujet-là, sur cet aspect-là, l'Union européenne a mis en place des instruments pour essayer d'assurer cette souveraineté industrielle européenne. Il y a un règlement qui s'appelle le règlement NZIA qui a été publié en juin 2024, sur lequel la France va essayer d'être un précurseur en termes d'application. L'enjeu ici, ce n'est pas vraiment l'existence d'une réglementation pour assurer la souveraineté, c'est plutôt la capacité des pays en Europe à appliquer cette réglementation, cette régulation de manière uniforme pour effectivement préserver la compétitivité européenne sur le plan industriel. La compétition, on l'a dit, est rude. Raphaël Lance, vous, qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Il nous reste peu de temps. Réponse courte, s'il vous plaît. Vous êtes en compétition avec vos homologues français, européens ou mondiaux, comme Geoffroy le disait à l'instant? Alors effectivement, on est en compétition avec des investisseurs du monde entier, des fonds d'investissement qui viennent du monde entier. Il y a des grands fonds d'infrastructure nord-américains et vous avez des fonds d'infrastructure et des institutionnels européens dans la plupart des pays. Donc voilà, c'est un marché qui est relativement global et sans frontières. Après, chacun a ses spécificités. Le renouvelable, ça reste quand même un marché très atomisé avec énormément de petits acteurs. Et donc, ce n'est pas un marché parfait. Et on arrive à créer un certain nombre de relations privilégiées avec un certain nombre d'opérateurs, de développeurs et avoir des relations qui ne soient pas très compétitives. Là où il y a vraiment de la grande compétition, c'est sur les très grandes infrastructures où là, vous allez vraiment adresser un marché mondial. Dans notre marché renouvelable européen, c'est plutôt du mid-market avec des acteurs spécialisés qui ont chacun un peu leur terrain de jeu, on va dire. Et vous arrivez donc à tirer votre épingle du jeu. Nous, on investit entre 4 et 500 millions par an dans des transactions qui ne sont pas très compétitives, exactement. D'accord, une transaction de spécialistes. Le mot de la fin, c'est pour vous, Thomas, justement, ING, en tant que banque néerlandaise, donc très présente en France. Comment vous inscrivez dans cet écosystème, dans cette compétition, on l'a vu, européenne et mondiale? Écoutez, en matière d'infrastructure, la souveraineté européenne requiert de s'assurer qu'on mutualise nos forces et qu'on n'ait pas d'approche nationaliste. Il est indispensable qu'il y ait une concentration plus forte au niveau de l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit les acteurs bancaires. Oui. On a encore sur le marché bancaire en Europe un nombre d'intervenants beaucoup trop élevé. C'est la même chose sur le domaine des sociétés de gestion où une concentration naturelle va se faire et aussi sur les sociétés industrielles. Quand vous regardez dans le domaine de la construction de trains, des OEM en matière automobile, vous avez une multiplicité d'acteurs. Et l'Union européenne est en train de se rendre compte qu'il est nécessaire sans doute d'amender une politique qui favorisait essentiellement le consommateur et d'évoluer vers une politique de l'offre pour avoir plus de compétitivité au niveau européen. Ah bah voilà, le message est passé. En tout cas, écoutez, un grand merci à nos experts. Thomas Labergère, directeur général d'ING France. Raphaël Lance, membre du comité de direction chez Mirova. Merci. Et Geoffroy Berton, associé en droit public chez Auric. Merci messieurs, on en sait un petit peu plus sur ces infrastructures et leur financement. À très bientôt dans Smartimo sur Bismart.